de maternelle qui faisait tout pour que les petits ne se trompent pas. Il y avait des stratégies pour qu'ils ne se trompent pas. Bien. Alors, là, ce que vous avez là, ce que ça montre, c'est l'impact d'une caractéristique, on va dire, affectivo-motivationnelle. Les personnes occidentales sont plus dépendantes de l'environnement, elles sont plus centrées sur l'extérieur que sur la tâche. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails. Bon, alors, je voudrais prendre là peut-être quelques temps pour présenter des tâches que nous avons utilisées pour des dispositifs que nous avons utilisés pour essayer de développer la conceptualisation. Alors, la première tâche, c'est un dispositif qui a été développé, que j'ai développé pour essayer d'aider les personnes à comprendre le concept de relation. Si vous présentez des épreuves de type progressive matrice, des épreuves qui sont censées mesurer l'intelligence générale, en tout cas il y a peu de contenu, on sait qu'il y a des différences importantes entre participants avec et sans mental mental, âge mental égal sur ce type de tâches. Vous voyez, vous avez des résultats comparant relativement simples, comparant des enfants avec et sans mental mental, et on sait que sur ce type de tâches, il y a des différences importantes. Alors, quand on veut essayer de réduire ces différences, la première, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est d'enseigner des stratégies. Des stratégies, on va dire, attentionnelles. Tu vois, il y a une figure là, et puis il y a une figure là, quelle différence il y a entre les deux, et puis on descend, etc. Donc on travaille beaucoup sur le traitement stratégique attentionnel. Et on sait que les personnes retardées mentales, par exemple, vont se différencier, par exemple, sur un certain nombre de traitements, elles regardent moins les réponses possibles. Excusez-moi, je vais trop vite. Vous avez les bonnes réponses, il faut choisir parmi les réponses du bac et l'image qui va permettre de compléter logiquement les trois du. Alors, ils regardent moins les bonnes réponses, ils ne regardent que l'île de réponse. Ils ont des traitements qui ne sont pas du tout organisés spatialement, etc. Donc là, on essaie de travailler au niveau vraiment des stratégies. Il faut procéder par ordre, etc. Je n'ai rien contre ça. Mais il y a quelque chose qui est fondamental et qu'on peut oublier, c'est que quand on est confronté à ce type de problème, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons des relations. Nous cherchons à mettre en relation. Même si on fait la comparaison, bien entendu, cette comparaison, c'est le supra-abstrait en relation. Mais nous avons dans notre tête, nous savons, alors on peut y arriver ou pas, selon la complexité de la tâche, les tâches peuvent être très complexes, mais nous cherchons une relation. Et il me semble que aussi bien le jeune enfant qu'à un certain niveau les personnes avec retard mental, confrontées à ces tâches-là, n'ont pas en tête ce concept de relation. Et donc, voilà, elles sont confrontées des trucs, et puis qu'est-ce qu'elles en font? Et nous, on les présente immédiatement, on rentre dedans. Pourquoi? Parce qu'on est guidé, on est organisé par ce concept de relation. Et il m'a semblé qu'il fallait l'aborder tout en abordant les stratégies, bien entendu. Bon, il faut être systématique, etc. Il faut bien regarder, il faut que tu peux décrire. Bon, très bien, parfait. Mais si tout ça, ça ne sert pas à abstraire une relation, si on n'a pas l'idée de ce qu'est une relation, ça risque d'être un peu plus fragile. Donc, d'où cette idée de travailler avec un dispositif qui a été développé pour faire comprendre le concept de relation. Donc, c'est une boîte qu'on a appelée boîte à transformation. Est-ce qu'on voit à l'intérieur? Non, je ne sais pas. Non. Ok. Donc, c'est une boîte qui est composée de petites cases. Vous voyez que dans la partie supérieure, il y a des trous. La boîte est coupée en deux. Il y a un étage supérieur et un étage intérieur. À l'étage supérieur, vous avez des trous par lesquels les participants peuvent mettre des choses, des images, des objets. Et puis, à l'étage intérieur, vous avez une petite boîte, une petite porte, par laquelle l'expérimentateur, l'enseignant, fait passer un autre objet. Et l'idée, c'est d'amener les élèves à abstraire, à comprendre, à abstraire la règle de transformation en vigueur dans chacune des cases. Alors, par exemple, on leur donne un matériel à disposition qui est fonction de la progression dans l'activité, et ils vont devoir comprendre ce que fait la boîte. Quelles sont les règles de transformation qui jouent dans la boîte à travers des mises
d'objets qu'ils vont réaliser. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne un peu tout seul. Voilà, il faut rendre les objets, mais ça fonctionne un peu tout seul, dans la mesure où ils sont leurs objets, ils mettent où ils veulent. Ils font un peu ce qu'ils veulent avec tout ça, et puis de temps en temps, on leur dit, bon, qu'est-ce qui se passe, que fait la boîte, est-ce que tu as trouvé, pas trouvé, on peut apporter des aides, du type, bon, ben, c'est quand même, si tu regardais un peu l'image, le truc que tu mets avant de le mettre dedans, ça serait peut-être mieux. Et j'attire votre attention sur le fait que, quand ils ont mis un objet dans la boîte, ils ne le voient plus. Il récupère quelque chose, mais il faut quand même déposer un peu ce qu'on a mis pour abstraire ce qui se passe. À part ça, on propose des activités d'anticipation, donc une fois qu'ils ont alors, toute une progression, on peut ouvrir une case, 2 cases, 3 cases, etc. Les règles peuvent être plus ou moins complexes, toute une possibilité de progression, mais dans les séances, nous fonctionnons de la façon suivante. D'abord, on les laisse faire on les laisse se débrouiller. Donc, ils font leur machin pendant une dizaine de coups, etc. S'ils sont à 2 ou 3, c'est encore mieux, ou 2, c'est encore mieux parce qu'ils peuvent échanger, décider. Et puis, quand ils ont fonctionné un petit moment, on leur demande alors, qu'est-ce que fait la boîte? Qu'est-ce qui se passe dans ce trou-là, dans celui-là, etc. On voit comment ils ont procédé, et puis, à ce moment-là, on enclenche une seconde phase avec une aide. Et donc, on apporte des aides qui sont proportions, qui sont fonction de ce que nous avons perçu de leur fonctionnement. Donc, s'ils n'étaient pas vraiment attentifs, s'ils ont mis... oui, quand ils commencent, ils vont mettre une image dans une case, et puis après, ils vont mettre un objet dans une image dans une autre case. Il faut être un petit peu systématique si on veut être efficace. Ou bien ils ne prennent pas bien l'information sur l'image qu'ils mettent dans la boîte, et une fois qu'elle y est, c'est fini, elle n'y est plus. Ou bien ils ne regardent pas suffisamment celle qui sort, ou ils n'essaient pas de trouver les différences. Bon, des tas d'aides qu'on peut apporter. Et donc on a une période d'aide, et puis ensuite on a une période où on va passer, à partir du moment où ils sont capables où ils ont découvert plus ou moins la règle, parce qu'ils peuvent l'exprimer de façon plus ou moins abstraite, on va leur demander d'anticiper des transformations. Donc si je mets ça là, qu'est-ce qui va sortir? Si je mets ça là, qu'est-ce qui va sortir? On peut le faire pour des objets qu'ils ont vus, on peut le faire pour des objets qu'ils n'ont pas vus, on peut voir si je généralise un petit peu cette règle. Puis ensuite, on va leur demander de coordonner les règles. Donc, on leur dit, à ce moment-là, on enlève tous les objets, on leur donne un objet donné, on leur dit, celui-là, il va falloir que tu m'en fasses un ça. Je te donne celui-là, il va falloir que tu arrives à me le transformer en cet objet. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il passe dans une case, il faut qu'il passe dans l'autre. Ils doivent coordonner les règles, et on peut faire des choses suffisamment complexes pour que, quand même, ce soit une progression, encore une fois, mais que ce soit relativement consistant. Alors voilà le type d'activité que nous étudions. L'objectif là, c'est lequel? C'est pas de leur apprendre les propriétés, parce que de toute façon, nous ne travaillons qu'avec les propriétés qu'ils connaissent. S'ils ne connaissent pas les couleurs ou s'ils ne connaissent pas les objets qu'on leur présente, c'est pas la peine, on n'est pas là pour leur apprendre ça. On est là pour essayer de leur faire comprendre ce que c'est que la relation à travers on va dire, la concrétisation de la transformation. Vous voyez, une relation, elle est concrétisée en transformation. Et ça aide pas mal. Et c'est ça l'objectif. Et puis après, on peut travailler la coordination, etc. C'est le genre tout à l'heure, certaines personnes m'ont dit, on aimerait bien savoir ce que vous avez utilisé pour faire vos entraînements cognitifs, quand vous avez montré vos résultats, mais c'est le genre d'apprentissage que nous avons utilisé. Alors, je vais laisser passer ça. Là, vous avez des résultats aux progressives matrices de Raven. Vous avez le pré-test, le premier post-test, l'entraînement avec vue entre les deux, et après, plus d'apprentissage. C'est fini, plus d'apprentissage, mais on teste à long terme. Vous avez quand même un bon petit progrès sur les progressives matrices. C'est pas la même tâche quand même. C'est l'abstraction de relation, bien sûr. C'est fondamentalement, c'est fait pour faire comprendre ce que c'est que. Mais nous avons, j'ai pas eu le temps, on n'a pas eu le temps d'aller suffisamment loin dans l'expérimentation pour le montrer, mais on est sur le chemin pour s'est arrêté, on montrait que n'apprendre que les stratégies, c'est moins efficace que travailler sur essayer de faire conceptualiser la relation. Ça va? Alors, peut-être que je vais conceptualiser l'exemple et je m'arrête, parce qu'on n'aura pas le temps des questions. L'abstraction des relations catégorielles. Alors,
Bon, les relations catégorielles, enfin, les connaissances catégorielles, c'est des outils généraux que nous utilisons en permanence, qui nous permettent d'organiser notre monde, qui nous permettent d'apprendre, qui nous permettent de mettre dans des boîtes, etc. Et ce qui est formidable avec ça, c'est qu'on n'arrête pas de raffiner cette organisation catégorielle. Si aujourd'hui j'apprends quelque chose d'autre, de nouveau, en tout cas demain matin, quand je vais aller revoir la cathédrale de Clermont-Ferrand, dans quel cas je vais le mettre, où est-ce que je vais, comment je vais organiser ça. Donc ça, c'est formidable parce que y compris les adultes de mon âge peuvent continuer à organiser leurs connaissances. Et de la qualité d'organisation de connaissances dépend l'efficience de l'utilisation de ces connaissances. Alors voilà le type de catégories dont les psychologues du développement ont étudié le développement, des catégories de type taxonomique, les animaux, les vêtements, etc. Et puis des catégories très intéressantes du genre thématique, bon, je ne sais pas, la ferme, la plage, tout ce que vous voulez. Et puis les catégories, construire un bonhomme de neige, c'est une catégorie thématique, c'est pas taxonomique, et en plus, elle est ordonnable. Ce que je voudrais d'accord. Bien, qu'est-ce que... Je me prépare à m'arrêter. Je vais directement terminer là-dessus. Je termine là-dessus. D'accord. Une tâche que nous avons pas mal utilisée, c'est une tâche de représentation des connaissances. Donc, on demande aux participants de dire tout ce qu'ils savent sur une cible sémantique. On a pris animaux, on a pu cuisiner, on a pris des tas de choses. Et on leur donne une grande feuille de papier. On leur demande d'écrire sur le papier des mots correspondant à cette cible sémantique. Et de tracer des traits entre ces mots pour montrer comment ils vont ensemble. Alors, c'est un peu difficile à faire comprendre au début, mais ça fonctionne un peu. C'est un truc pédagogique, c'est une procédure pédagogique qui existe depuis pas mal de temps. Et on a fait ça avec des tas de participants. S'ils le font, on écrit à leur place. Alors voilà les niveaux qu'on obtient dans cette tâche-là. Premier niveau, il restitue des mots qui sont bien dans la cible, mais ils ne sont pas organisés. Et même si on prend l'ordre dans lequel ils sont restitués, on ne retrouve pas de structure. Il ne semble pas qu'il y ait de procédure pour aller à la pêche. Ils vont bien dans la bonne catégorie. C'est bien un animal, mais c'est des animaux. C'est bien un animal, mais c'est du coq à l'âne, comme on dit. Ok, premier niveau. Deuxième niveau, ça c'était très intéressant, ils nous sortent des paires. Vallon et Piaget ont écrit des choses sur la paire, qui est une procédure intéressante. Donc vous voyez, chat, chaton, etc. Papa grand, maman moyenne et garçon petit. Ok. Ensuite, troisième niveau, ils sortent là des catégories. Donc on a, qu'est-ce que c'est ça? C'est cuisiner. Alors vous voyez, ok, ustensile, ok, et puis il y a maman quand même de côté. Et donc là, on voit que ce qui est ramené, c'est une catégorie. Et puis, quatrième niveau, on ramène des catégories hiérarchisées. Ça, c'est vraiment au niveau des plus âgés. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est comment ça se distribue en fonction des âges. Et si vous prenez, vous voyez donc, le bleu, c'est le niveau 1, c'est-à-dire, il n'y a pas tellement, pas d'organisation, il ne semble pas qu'il y ait de procédure de récupération d'informations. Si vous prenez les participants avec retard mental, 8 ans d'âge mental, les 5% de niveau 1. Vous voyez que le niveau 4 apparaît de manière très significative chez les adultes et il commence à fonctionner chez les douze. Bon, c'est pour dire que là encore, on a une utilisation des connaissances, mais il y a des connaissances, les catégories sont présentes, ils les ont les catégories, mais ils ne les utilisent pas comme stratégie pour récupérer leurs connaissances. Alors, l'idée des activités de catégories, c'est de les aider à comprendre, à conceptualiser les catégories et ce que c'est qu'une catégorie. Je vous présente simplement comment ça fonctionne et je m'arrête. Donc l'idée c'est, on dit aux participants, dans cette boîte, on a mis des choses qui vont bien ensemble, il faut que tu découvres ce qu'il y a dedans. Ça va? Vous ne pourrez voir qu'une chose à la fois. Et puis, vous allez essayer de découvrir ça progressivement. Alors, voilà encore, j'ai été trahi par la technique, parce que, bon, donc, ça va, ça, la tâche, elle vous va, vous mettez des objets ou des images qui appartiennent à une même catégorie.
Bon, ça peut être des vêtements, par exemple, et puis vous en sortez un. Alors, si je sors ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la boîte? D'abord, qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la boîte? Alors là, déjà, vous voyez, on part d'un exemplaire, on va vers quelque chose qui est un peu catégorique. Bon, en général, ils disent des choses différentes. Hein. Si par exemple vous sortez un vêtement d'hiver, ça peut être l'hiver, mais ça peut être le ski, ça peut être tout ce que vous voulez. Bon, ils font des hypothèses, on le remet dans la boîte, on en sort un autre. Alors cette fois-ci, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait sortir? Un bonnet, d'accord, un bonnet. Alors, en fonction de la première hypothèse, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on va modifier les hypothèses? Et puis, progressivement, on va... bon, là, je voulais donner un... Oui, j'ai un problème avec mon exemple. Donc, progressivement, on va amener les élèves à découvrir ce qu'il y a. Mais en découvrant ça, ils sont en train de se poser des questions. Ils ont des catégories. On ne met dans la boîte que des catégories qu'ils connaissent. C'est clair. Mais en procédant comme cela, on les amène à passer d'exemplaires à des catégories et donc à faire ce saut et à se demander qu'est-ce que c'est qu'une catégorie. Parce qu'ensuite, on va leur demander, bon, alors si c'était des vêtements de... qu'est-ce qu'on avait dit? Si c'est des vêtements de neige, par exemple, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la boîte? Si c'est des vêtements de neige, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ok. Et puis, tout ça, c'est dans une progression, je vais très vite, mais on va les amener, on va leur demander, est-ce qu'il faut tout voir pour savoir ce qui est dans la, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce que j'ai rangé dans la boîte? Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors, quand ils commencent à être d'accord pour dire que c'est pas la peine de tout faire, ben, ils ont compris la différence entre l'extension et l'intention, ce qui est la catégorie logique. Alors, je vais simplement vous montrer le contre-exemple. Et puis, je vais m'arrêter là. Contre-exemple. Oh, c'est casse-pied, ce truc. Vous prenez des... Moi, je vais vous faire deviner la catégorie petit déjeuner. Mais bon, ça n'a pas marché, puis j'en avais pas le temps. Contre-exemple. Vous prenez les images qui représentent la catégorie du petit déjeuner. Vous les mettez sur la table. Vous leur demandez qu'est-ce que j'ai mis sur la table. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ouais, mais ils vont dire c'est le petit déjeuner, les choses qui se mangent. Quel travail cognitif auront-ils fait? Pas grand-chose. Ils auront récupéré une connaissance. Quand vous le mettez dans la boîte, vous sortez les choses les unes après les autres, vous leur faites faire des hypothèses, isolées, etc., vous les mettez en situation d'activité et vous facilitez la compréhension de ce que c'est qu'une catégorie, c'est-à-dire une catégorie, c'est organisé par une règle qui vous dit ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas dans la catégorie. Bon, donc j'avais promis de m'arrêter, je m'arrête, mais c'était pour vous donner une petite idée du type de tâches qui vous paraissent facilitées et dont on a montré qu'elles peuvent faciliter la conceptualisation chez les personnes avec retard mental et chez les jeunes enfants. Désolé d'avoir pas tenu les temps, j'en suis navré.